Bonne presse. Merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment remplacer le Security Manager de Java par un agent grâce à ByteBuddy. Alors, je m'appelle Loïc Mathieu, je suis Lead Software Engineer à Kestra Technologies. Donc c'est la société qui édite la plateforme d'orchestration Kestra. Je suis aussi contributeur Quarkus, Google Developer Expert sur les technologies GCP. Je bosse dans l'informatique depuis plus de 22 ans, principalement sur les technologies Java et JVM. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez me contacter via Blue Sky, c'est @loicmathieu.fr. J'ai aussi, bien sûr, un GitHub et j'ai un petit Mastodon, si vous voulez, pour ceux qui préfèrent Mastodon. Et si vous voulez suivre un peu de quoi je parle, j'ai mon blog perso, loicmathieu.fr. Il faut aussi, bien sûr, me trouver sur LinkedIn, non ? Alors, qu'est-ce que le Security Manager ? La JVM peut charger du code dynamiquement. Il y a plusieurs manières de faire, mais on peut même, dans une JVM qui tourne, charger des classes, charger des nouvelles librairies. Voilà, donc il peut charger du code dynamiquement. Et automatiquement, ça veut dire qu'il y a des contraintes de sécurité fortes. Le Security Manager a été pensé pour être le composant central de la sécurité de Java. Et il a été pensé pour pouvoir protéger le système hôte d'un code non fiable, d'un code dans lequel vous n'avez pas confiance. Le principe, c'est qu'il va avoir des fonctionnalités d'access control, donc il va permettre de définir des politiques de sécurité pour restreindre l'accès à certaines ressources sensibles, telles que l'accès au système de fichiers, le réseau, les propriétés système, les variables d'environnement. Au début, il a été pensé pour pouvoir faire fonctionner des applets. Qui sait ce qu'est une applet ? Ouais, pas tant de monde que ça. Donc, il y a très très longtemps, dans vos navigateurs, vous pouviez charger des applets, donc des programmes Java qui tournaient dans votre navigateur. Donc bien sûr, vous alliez sur un site, il y avait un programme Java qui se déclenchait. Il fallait un mode pour pouvoir éviter que ce programme Java puisse faire n'importe quoi, comme voler vos fichiers de configuration système. Et c'est là où le Security Manager a été créé pour ça à la base, en permettant d'exécuter une applet dans un mode de sandbox, qui évitait d'avoir des actions malicieuses effectuées sur la machine de l'utilisateur du navigateur. Le Security Manager a été déprécié en Java 17 et supprimé en Java 24. ByteBuddy, c'est une librairie open source pour créer et modifier des classes Java pendant le fonctionnement de votre application. Le principe, c'est qu'il va permettre de générer du code, il va permettre de créer et modifier des classes Java sans nécessité de phase de compilation. Et pour ça, il peut le faire lors du fonctionnement de votre application. Concrètement, il peut intercepter le chargement des classes, redéfinir les classes, les modifier, intercepter des appels de méthodes, et tout ça au fonctionnement de votre application grâce à ce qu'on appelle l'Instrumentation API de la JVM. Donc c'est une API au sein du JDK qui vous permet d'instrumenter les classes, de les modifier à la volée. ByteBuddy est simple d'utilisation, enfin on parle quand même de génération de bytecode, donc ça reste un grand mot de dire que c'est simple d'utilisation. En tout cas, il offre une API au niveau déclarative qui reste assez simple par rapport à la tâche de modifier du bytecode, qui n'a pas besoin d'avoir une compréhension fine du bytecode de Java, de comment une classe et de la représentation de la classe, comment elle est compilée. C'est beaucoup plus simple d'utilisation que des librairies plus bas niveau telles que Becel et ASM. C'est plus ou moins un standard de l'industrie, c'est la librairie de modification de bytecode et de génération de bytecode la plus utilisée. Elle est utilisée par Hibernate, par Mockito, par beaucoup d'outils d'application performance monitoring. Par exemple, elle est utilisée, je crois, me souvenir, par l'agent OpenTelemetry, par exemple. C'est souvent utilisé à l'intérieur d'un agent Java. Qu'est-ce que c'est qu'un agent Java ? Un agent Java, c'est un outil spécialisé qui va utiliser la fameuse Instrumentation API de Java pour aller modifier le bytecode au runtime. Donc, lors du fonctionnement de votre application, il va être capable de modifier le bytecode de votre application. Manipulation de bytecode, ça veut dire qu'il peut intercepter le chargement de la classe et en altérer le changement sans changer le code source. Un agent Java peut soit être chargé au démarrage de votre JVM. Vous allez utiliser la commande -Java Agent pour aller charger un jar d'un Java Agent ou même un .so ou une DLL si votre agent c'est du natif. Ou il peut être attaché dynamiquement
à la JVM, donc votre JVM fonctionne et on peut aller attacher un agent dynamiquement. Les agents sont souvent utilisés dans les outils d'application performance monitoring pour des outils de profiling, de logging, dans des frameworks tels que Mockito ou Hibernate. L'intérêt, c'est que l'agent est non invasif, il ne va pas modifier votre code source, vous n'allez pas l'appeler dans le code source de votre application. Il va permettre d'ajouter des comportements transverses à votre application sans la modifier, puisque lui, il va modifier en fait à la volée le bytecode. Mais en fait, c'est quoi ce fameux bytecode dont je parle depuis le début? Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, Java, c'est un langage... quand vous écrivez une classe Java, il y a une phase de compilation, et en fait, la compilation Java, c'est dans un format intermédiaire qui est du bytecode Java, ce qu'on a dans le point classe. C'est un format intermédiaire qui agit un peu comme un set d'instructions de la JVM. Donc par analogie avec les sets d'instructions des CPU qui vont avoir un très très petit nombre d'instructions qui sont implémentées sur votre CPU, donc physiquement sur le CPU, qui sait faire des multiplications, des additions, des modulos, des choses comme ça entre des bits. Là, le bytecode, ça va être aussi ça, il va définir quelles sont les instructions de base que peut faire la JVM. Le bytecode, il est secure et il y a une phase de vérification au moment du chargement du bytecode. Il va être vérifié toutes les opérations du bytecode sont autorisées, est-ce que le bytecode est bon. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Et le truc, c'est que le bytecode, il fonctionne sur n'importe quelle machine. Donc c'est le même bytecode qui va tourner sur du Windows, sur du Linux, sur du Mac, sur tout. Ensuite, ce bytecode, la JVM va commencer par l'interpréter, puis l'optimiser via le Just-in-Time Compiler, le JIT, et jusqu'à une des phases d'optimisation étant de générer du code machine qui va ensuite être efficient pour la machine sur laquelle vous faites tourner Java. Donc vraiment, le bytecode, c'est le cœur de votre programme Java. Et donc c'est pour ça que ces outils vont manipuler du bytecode, ils vont directement générer des instructions que la JVM est capable de réaliser. Alors, je travaille pour Kestra, donc je vais vous expliquer globalement, grosso modo, ce que c'est Kestra pour que vous compreniez, nos problématiques et pourquoi on a utilisé un Security Manager, puis ByteBuddy. Alors, Kestra est une plateforme unifiée d'orchestration. Alors l'orchestration, qu'est-ce que ça veut dire? L'orchestration, il y a beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, on peut parler de beaucoup de choses différentes dans l'orchestration. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que l'orchestration, c'est un voyage. Donc toute entreprise, on va avoir des choses à orchestrer. Les trucs de base, on va vouloir aller planifier des tâches qui s'exécutent à certains moments de la journée. Puis ensuite, on va réfléchir, on va dire, en fait, on a des process métiers aussi qu'on va vouloir aller planifier. Puis on va vouloir aller aussi planifier nos batchs ou avoir de l'orchestration de type événementiel sur des messages, sur la présence de fichiers. Et puis on va, quand on grossit, quand l'entreprise grossit, on va se poser la question d'aller de l'orchestration qui sont entre les différents domaines de l'entreprise pour aller, à un moment, on va se dire, en fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir des outils de self-serving où toute l'entreprise peut aller sur une plateforme pour aller résoudre ces problématiques d'orchestration. Et au fur et à mesure, on a une orchestration qui apporte de la valeur à l'entreprise et qui tourne des choses de plus en plus critiques. Et c'est là où Kestra va briller. Pourquoi? Parce que l'orchestration aujourd'hui c'est compliqué. Souvent dans des grandes entreprises on va avoir dizaines, vingtaines, parfois une centaine d'outils qui vont faire de l'orchestration ou de l'automatisation. Certains peuvent être des vieux outils, certains sont faits à la main. Comme il y a plein d'outils, c'est compliqué à observer, c'est compliqué la gouvernance de tous ces outils. Parfois les outils aussi, ils plantent, on ne sait pas trop pourquoi. Et parfois ils ne sont pas pensés pour les réalités hybrides aujourd'hui où on a la moitié qui tourne en on-prem, la moitié dans le cloud, on a des environnements qui n'ont pas accès au réseau, voilà. On a tout ça, et tout ça, ça fait que parfois c'est compliqué à automatiser les choses. Or, aujourd'hui, l'automatisation, c'est ce qu'on demande de plus en plus, d'avoir des systèmes autonomes, d'avoir des systèmes intelligents. C'est là où Kestra va briller, parce qu'il va vous proposer une interface, une centralisation de tous vos pipelines d'orchestration, une seule place où vous allez créer vos workflows, les faire tourner. C'est une interface qui va qui va gérer tout ce qui est reliability, tout ce qui est automatisation, avec une visibilité totale
en temps réel de tout ce qu'il faut, toute l'observabilité avec les logs, les métriques. On a même une intégration Open Tracing. On a des fonctionnalités d'audit avec tout ce qui est gouvernance, sécurité, et on a du self-service qui permet à vos équipes d'être autonomes. Kestra est assez unique dans le monde des orchestrateurs. Donc on a une interface qui unifie n'importe quel type d'orchestration. Vous pouvez orchestrer de la data, de l'IA, de l'infrastructure. Ça se fait très très bien avec Kestra parce qu'on a un ensemble de plugins qui vous permet de vous intégrer à tous ces systèmes. On est déclaratif, c'est-à-dire que le workflow, vous le déclarez en YAML. Alors si vous n'aimez pas le YAML, c'est un YAML qui a un DSL qui est assez compréhensible et on a une autocomplétion qui est vraiment sympa dans l'interface. L'intérêt du YAML, c'est qu'après, vous pouvez le versionner dans du Git, c'est beaucoup plus facile d'automatiser la création des flows et ainsi de suite. Et on a aussi un éditeur no-code via des formulaires qui va vous permettre de générer le YAML. L'intérêt, c'est que c'est facile à prendre en main, mais vous pouvez aller sur des choses assez complexes si vous en avez besoin. Kestra est event-driven, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr déclencher des flows sur de la planification via une cron tab par exemple, via un appel d'API ou un webhook, mais vous pouvez aussi le déclencher via des événements, typiquement un message dans un message broker, un fichier dans un storage S3, un enregistrement dans une base de données, et ça vous déclenche un workflow en temps réel. Kestra a été pensé pour pouvoir faire tourner n'importe quel type de workflow en intégration. On a 1400 intégrations différentes. Vous pouvez, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les 1400 intégrations, on a des scripts et on supporte une quinzaine de langages de scripts. Et on a des solutions haute dispo et hautement scalables avec pas mal de fonctionnalités. Voilà, rapidement, on a une offre d'entreprise qui va vous apporter, en plus de l'offre open source, parce que Kestra est open source, tout ce qui tourne autour de la sécurité et de la compliance, la gouvernance et la haute productivité, et la scalabilité et la gestion des infrastructures. Voilà. On a un cloud aussi, pour si vous ne voulez pas faire tourner Kestra chez vous. Alors, donc là, vous trouvez quelques-uns des noms qui nous utilisent. On a 20 000 stars sur GitHub, vous pouvez ajouter la vôtre, ce serait sympa. Et on a 1300 contributeurs open source. Donc ça, c'est une vraie chance pour nous. On a 1300 personnes qui nous aident à construire la plateforme. Kestra utilise le Security Manager. Pourquoi? Kestra a un système de plugins, comme je vous l'ai dit. Et tout est plugin dans Kestra, c'est-à-dire les tâches du workflow, les triggers du workflow qui permettent de le déclencher, mais aussi les implémentations de stockage. Quand vous stockez du fichier dans Kestra, ça peut être du S3, ça peut être du Azure Blob, ça peut être du Cloud Storage. La gestion des secrets, les providers de large language model, on supporte une quinzaine de large language model. Tout ça, c'est des plugins. Et vous pouvez ajouter vos propres plugins. Et un plugin peut faire tourner du code arbitraire, non fiable. En plus, on a quelques petits plugins un peu spécifiques qui permettent d'exécuter des scripts dans la JVM. Donc on peut faire des scripts en JavaScript, en Groovy, en Python qui vont s'exécuter au sein même de la JVM. Donc c'est super bien parce que c'est ultra performant, vous n'avez pas besoin de démarrer un conteneur pour exécuter un script, mais automatiquement, votre script, on fait new file /etc/password, il ne faudrait pas qu'il ait le droit de le faire. Et donc pour ça, on utilisait un Security Manager qui permettait d'avoir des politiques de sécurité en profondeur pour les workflows, utilisés par certaines entreprises qui avaient besoin d'un critère de sécurité plus simple que la sécurité classique. Le principe, c'est qu'il va faire de l'access control, il va permettre de restreindre l'accès au file system avec un système de allow ou deny list. Il va permettre aussi d'empêcher le démarrage d'un nouveau process sur la machine hôte ou d'un nouveau thread dans le process en cours. Et il va bien sûr empêcher qu'un plugin sorte de la JVM, parce que sinon il n'y a plus rien qui marche. Le truc, c'est que comme le Security Manager a été supprimé, il fallait qu'on change. Et donc, on a remplacé le Security Manager par de la modification de bytecode via ByteBuddy. Donc c'est ce qu'on utilise maintenant pour tous les checks de sécurité dont je vous ai parlé. Le principe, c'est que c'est les mêmes règles de sécurité qu'avant, sauf que c'est une implémentation différente. Et on va regarder comment ça marche. Voilà.
Ça va à peu près au fond, vous voyez? Bon, il n'y a pas de réponse. On va considérer que ça va à peu près. Ou alors peut-être que j'ai basculé en mode présentation. Allez. Voilà, donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ok, donc pour l'instant, on va faire quelque chose de très simple. Donc imaginons que j'ai une classe Toto, il y a une méthode dans ma classe Toto, la méthode s'appelle saySomething, et elle retourne une histoire de Toto. Donc vous voyez, c'est l'histoire de Toto qui va au marché, enfin vous la connaissez tous, je ne la raconte pas. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est intercepter cette méthode et lui faire retourner quelque chose d'autre. Okay. Donc ça va être ce qu'on va vouloir faire. Donc je vous expliquerai les lignes juste après. Donc j'ai mon main de mon application. Je crée une nouvelle instance de la classe Toto. J'appelle la méthode et j'écris son résultat dans la console. Ok, c'est pas ça. Là. Donc là, je tourne et voilà, tout est normal. Il va me dire, bien, voilà, c'est l'histoire de Toto. Donc, voilà. Là, mon code a été appelé, il n'y a pas de souci, ça marche. Très bien. Alors, ByteBuddy, comment ça marche? Donc là, je vais utiliser un agent ByteBuddy. Et la première chose à faire, c'est d'installer l'agent ByteBuddy. Donc l'agent ByteBuddy va aller s'attacher dynamiquement à la JVM, parce que c'est dans mon main, donc la JVM, elle est déjà lancée, vous voyez. Et il va s'installer. Et ce qui va retourner, c'est une instrumentation. Donc l'instrumentation, c'est en fait l'objet de l'instrumentation API. Donc c'est par là, si vous voulez utiliser directement l'instrumentation API de Java, vous utilisez ça. Alors c'est pas très simple, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent ByteBuddy. Mais bon, par exemple, vous pouvez ajouter un transformer et là, vous allez transformer une classe directement. Vous pouvez même redéfinir, redéfinir des classes via des tableaux de bytes avec le bytecode écrit dedans. Enfin, c'est assez bas niveau et c'est pour ça qu'on va utiliser plutôt ByteBuddy. Donc, comment ça marche, définir un agent ByteBuddy? Grosso modo, en fait, vous allez créer un nouvel agent qui va un peu comme s'il allait s'attacher à l'agent ByteBuddy, qui est un espèce de meta-agent. Enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça. Et donc, on va utiliser Agent Builder. Donc, l'Agent Builder, c'est l'API que nous offre ByteBuddy pour créer des agents. Donc là, ces deux lignes, ça permet juste d'avoir du log. Donc là, ce que je dis, c'est que je vais loguer toutes les transformations que va réaliser ByteBuddy, et ça, je vais les loguer dans SystemOut. Okay. Et ensuite, deuxième ligne, je vais loguer les erreurs dans le système ERR. Voilà, donc c'est juste ça les deux premiers with. Et à la fin, je les installe sur une instrumentation. Donc ça veut dire que mon agent que moi j'ai créé, je vais aller l'installer dans l'instrumentation, et donc je vais aller ajouter mon agent à chaud. Alors le principe, c'est que c'est une API fluide, donc à chaque fois vous chaînez les transformations. Donc la première chose, c'est définir la cible. Donc je veux dire, moi ce que je veux, c'est transformer un type. En Java, un type, c'est par exemple une classe, une enum, une interface, voilà, donc c'est un type. Donc là, le type que je veux cibler, c'est Toto. Donc voilà, je lui dis, voilà, c'est la classe Toto. Ah, pardon. Et à chaque fois que vous ciblez quelque chose, vous passez par des element matchers. Donc comme son nom, c'est quelque chose pour pouvoir matcher un élément du code source. Donc j'utilise un element matcher. Et là, je dis, c'est un element matcher.is, puisque il est de ce type-là. Voilà. Et ensuite, on va définir une étape de transformation. Tac. Donc, quand je transforme, j'ai un builder pour définir ma transformation. Après, j'ai un type description, un class loader, Java module, tout ça, je ne l'utilise pas. Okay. Et avec le builder, je vais pouvoir aller définir la transformation. Donc là, je veux transformer une méthode. Donc je vais dire builder.méthode. Et je vais utiliser un element matcher pour aller définir quelle méthode je veux transformer. Donc là, je dis, je veux transformer une méthode de nom saySomething. Et je veux l'intercepter, la méthode, intercepter l'exécution de cette méthode, et retourner, non, je vais retourner autre chose, sinon ça ne sert à rien, et retourner une valeur fixe. Donc là, je vais retourner hello world. Voilà. Simple. Pour ce qu'on est en train de faire, modifier du bytecode à chaud, ça reste assez compréhensible. Donc,
On utilise l'agent builder pour dire qu'on veut aller cibler le type qui est Toto.class, qu'on veut le transformer. Ce qu'on veut transformer dans ce type, c'est la méthode qui s'appelle SameSomething, et on veut la transformer via l'interception de cette méthode, où au lieu d'exécuter la méthode, on va retourner une valeur fixe Hello World. On lance, et là ça ne marche pas. Je vous ai dit, j'ai mis un log sur les transformations. Il n'a pas logué la transformation, il a directement logué l'appel de la méthode, parce qu'il n'a pas trouvé la méthode. Donc là, c'est un tout petit truc, c'est qu'on ne peut pas utiliser elementMatcher.is avec une classe interne. On est obligé d'utiliser named. Donc on est obligé de la définir par son nom. Et donc nom, c'est voilà, c'est yo.kestra.main $toto. C'est le nom des classes internes dans la JVM. C'est des classes qui sont préfixées par le nom de la classe hot et $. Quand on fait ça, normalement, ça devrait marcher. Et oui. Donc on a bien notre ligne d'info. Donc ByBuddy a bien dit, je suis en train de transformer la classe Toto, et l'appel de la classe Toto a écrit Hello World. Magnifique. On vient de faire notre Hello World de retransformation de bytecode. Bon. Merci. Je pourrais m'arrêter là, mais bon, je vous ai quand même dit qu'on l'utilisait dans Kestra pour faire des trucs un petit peu plus que raconter des histoires. Donc nous, on l'utilise pour restreindre l'accès au système de fichiers. C'est vraiment le truc le plus important. Donc on va voir comment on peut faire. Donc on va laisser tomber les histoires de Toto, même si c'est rigolo, et on va faire du code assez classique. Donc là, voilà, j'ai mon code où je crée un fichier et je vais aller écrire Hello World dans le fichier. Voilà. Pour ça, j'utilise un random access file qui permet d'accéder au fichier, et j'utilise la méthode write. Classique. Par contre, si je veux pouvoir empêcher l'accès au système de fichiers, ce qu'il faut, c'est que j'aille intercepter la méthode open du random access file. Parce que, quel que soit le constructeur qui est utilisé dans le random access file, tous les constructeurs délèguent l'ouverture de fichiers à open. Donc au lieu d'aller intercepter tous les constructeurs, je vais aller intercepter la méthode open. Donc on va aller regarder ce que c'est que cette fameuse méthode open. Et donc cette méthode open, elle est là. C'est une méthode privée qui n'a pas de type de retour, qui prend deux paramètres, un de type string pour le nom et un de type int pour le mode. Et donc c'est cette méthode qu'on va vouloir aller intercepter. Alors, désolé, on ne peut pas fermer deux classes quand on est dans le mode de présentation. Ça n'a pas été pensé pour. OK, donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais définir ma cible. Donc là, ma cible, c'est un type qui est random access file. Voilà, super. Et au niveau de la transformation, je vais transformer une méthode qui s'appelle open. Là, il faut être un petit peu plus spécifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui décrire exactement la méthode, parce qu'il y a plusieurs méthodes open, et moi, je veux le faire qu'une seule fois pour la méthode open, qui prend un string et un entier. Donc, je vais lui dire que c'est une méthode qui s'appelle open, OK, et dont les arguments sont une string et un int, OK. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content, lui? Non, c'était arguments. Et qui est privé et qui retourne .returns void. Voilà. Donc il y a une classe void qui existe exactement pour ça. OK. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez décrire très finement quelle est votre cible. Et donc là, je dis bien, je cible la méthode open qui prend les arguments string int, qui est privée et qui retourne void, qui retourne rien. Donc.
Et là, je vais l'intercepter, et ce que je veux, c'est pas retourner une valeur, ce que je voudrais, c'est pouvoir l'intercepter dans une méthode à moi, où je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser une méthode delegation, et je vais lui dire, la méthode open du random access file, je vais la mettre dans un access file delegator. .class. Okay. Et donc mon access file delegator.class, je vais le créer ici. Le principe, c'est que ByteBuddy va aller chercher dans cette classe une méthode qui a la même signature que la méthode qui l'intercepte. Donc, ouais, ça va être ça à peu près. On va faire, voilà. Voilà. Donc, j'ai la méthode, elle retourne rien, elle retourne void. Elle est open, donc je dis que ça doit être la même. Private, je veux que ça soit la même, la même signature. Open, string pass, qu'est-ce qui se passe là? D'accord. J'ai ma main à moitié sur le truc. Tac. Voilà, donc j'ai la classe, elle a la même signature. On y va? Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça n'a pas planté. Il n'a pas trouvé non plus la classe. Alors, pourquoi il n'a pas trouvé la classe? Parce qu'en fait, ici, là, c'est private. D'habitude, je ne mets pas statique pour vous montrer. Et en fait, il faut que tout soit public et que la classe soit statique. Et que la méthode, pardon, soit statique. Donc, voilà. Donc on va tout passer en public et on relance. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Alors, je vous ai fait la démo dans l'inverse. Normalement, je n'aurais pas dû faire ça tout de suite. Je le refais. OK. Je vous expliquerai plus tard. Comme ça, c'est plus logique. Donc, il ne transforme pas la classe. Pourquoi il ne transforme pas la classe? Parce que par défaut, ByteBuddy, il ne va permettre de transformer que les classes de votre application. Si vous voulez qu'il transforme les classes du JDK, il faut lui dire d'ignorer rien. Voilà. Parce que par défaut, il ignore les classes du JDK. On y va? Ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas parce que par défaut, il ne retransforme pas une classe déjà chargée. Donc il faut lui donner une stratégie de retransformation. Et là, on va lui dire de faire de la redéfinition, de redéfinir les classes déjà chargées. Et là, c'est là où je voulais en arriver, là, il a commencé, et par contre, il a généré une erreur. Et il vous dit, en fait, random access file, je ne trouve pas de méthode qui permette la délégation depuis private void open string int vers une liste vide de méthodes. Parce qu'il n'a pas trouvé, il a trouvé aucune de vos méthodes. Pourquoi il a trouvé aucune de vos méthodes? Parce que ici, vos méthodes doivent être définies dans des classes et des méthodes publiques et statiques. Là, on relance. Là, il a bien transformé ByteBuddy, par contre, il a bien transformé mon random access file, par contre, il n'a pas généré d'erreur. Ça, c'est quand même étonnant. En fait, le truc, c'est que random access file, il est chargé tout au démarrage de la JVM. Donc la JVM, quand elle démarre, en fait, avant que votre main soit appelée, elle va avoir sa phase de démarrage, de bootstrap. Et pour ça, elle va charger des classes via le bootstrap class loader. Ensuite, vous avez le système class loader qui, lui, va charger les classes du JDK et l'application class loader, les classes de votre application. Et donc, comme là, le random access file, il est utilisé pour lire les fichiers au démarrage de la JVM, il est chargé dans le bootstrap class loader. Et donc, si vous voulez intercepter des classes du bootstrap class loader, vous ne pouvez pas utiliser une méthode delegation, vous devez utiliser un advice, ByteBuddy. Donc un advice, c'est de l'AOP, Aspect Oriented Programming. Donc c'est une possibilité d'aller ajouter du code avant ou après
une méthode. Donc pour ça, on va faire au lieu de faire de la transformation de classe, on va aller visiter une classe. Donc je dis, je visite. Attendez, c'est bien là, hein? Non, c'est celle que je sais jamais. Donc je triche bien sûr. Oui, ok, c'est bien ça. Donc on va aller visiter. Donc au niveau de la transformation, au lieu d'aller intercepter une méthode, on va aller visiter une méthode. Donc je dis que je veux visiter la méthode, et donc on visite avec un advice. Donc advice.to, donc ça c'est la classe, c'est la destination. Donc là c'est mon, comment il s'appelle ? AccessFileDelegator.class. Et je lui dis, tu mets mon advice sur un élément. Et donc mon advice, c'est sur l'élément de nom open et ainsi de suite. Le seul petit truc, c'est que cet élément, normalement, ok, voilà. Le seul, non, ça marche. Ok. Donc j'utilise le builder pour visiter une méthode avec un advice AccessDelegator sur un element matcher de nom open qui prend les arguments string int, qui est privé et qui retourne void. Okay, donc là, c'est juste un advice. Et donc, mon AccessFileDelegator, il faut que je l'implémente comme un advice bytebuddy. Donc pour ça, je vais ajouter un aspect sur l'entrée de la méthode plutôt. Hein. Donc je vais dire, avant l'entrée de la méthode, je vais appeler cette classe. Alors, par défaut, il va récupérer les paramètres dans le bon ordre, mais sinon, il y a des annotations pour aller récupérer les paramètres si vous n'êtes pas intéressé par tous les paramètres. Donc vraiment, tout ce qui est advice en bytebuddy, c'est ce qui vous permet d'aller le plus loin, de faire les choses les plus complexes avec bytebuddy. Ok, on y va, et voilà. Enfin, j'ai réussi à aller empêcher d'accéder au file system. Ouf, ça marche. Ce qui est bien avec un advice, c'est que vous voyez, vous pouvez faire du onEnter, vous pouvez faire du onExit. Un truc classique qu'on fait, c'est de dire je vais ajouter un log sur l'entrée, et puis à la sortie, et puis à la sortie, je vais faire mon check. Okay. Donc là, je vais pouvoir dire, je sais pas moi, par exemple. Là, je vais juste afficher le pass. Hein. Voilà. J'aime bien que le code soit joli. Tac. Donc là, vous voyez, quand j'appelle ma classe, je vais bien avoir un log /tmp.test, et puis après, mon exception, you shall not pass. Il est bien passé par mes deux advice. Okay. Un truc classique quand même, quand on veut faire ça, c'est d'avoir de la configuration, parce que là, c'est bien gentil, mais généralement, ce qu'on fait, c'est de la liste où on peut permettre certains fichiers et en interdire d'autres. Donc là, imaginons qu'on charge notre configuration et qu'elle est chargée dans une classe que je vais appeler configuration. Et cette classe, pour simplifier les choses, c'est une classe. Hein. Ça va juste être un ensemble de chaînes de caractères qui vont être les lots de passe. Okay, voilà. Et le principe, c'est que ici, je dis si le pass est dans la liste. S'il n'est pas dans la liste des passes autorisées, je lève une exception. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui, vous n'avez pas encore vu que ça ne marche pas. J'ai une exception dans le class, de type noClassDevFound.
Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas la classe configuration. Vous vous rappelez, je vous ai dit que mon advice, il allait tourner dans le Bootstrap Class Loader. Seulement, ma classe configuration, elle est où? Elle est dans l'application class loader. Elle est définie dans mon main qui est chargé dans l'application class loader après le bootstrap de la JVM. Donc pour que ça marche, il faut encapsuler votre classe configuration dans un jar séparé, aller charger le jar et l'ajouter au class pass du bootstrap class loader. Donc ça, c'est faisable, on peut le faire. Donc imaginons par exemple que notre configuration il est dans un config.jar. Okay. Vous allez créer un fichier, vous allez charger dans un fichier votre jar de configuration et vous allez l'ajouter au Bootstrap Class Loader via un nouveau jar file. Voilà. Donc bien sûr, ça, je ne l'ai pas fait sur ma machine, donc je ne peux pas vous montrer. C'est un petit peu plus compliqué. Hein. Il faut aller packager la configuration et toutes les dépendances nécessaires dans un jar qu'on va pouvoir aller builder avant de lancer votre application et charger. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour aller ajouter des librairies, ce qui est un cas assez classique. Alors, qu'est-ce qu'on intercepte dans Kestra ? Pour la sécurité de workload, on va intercepter un ensemble de classes. Donc, par exemple, pour tout ce qui est protection contre les accès au file system, on va aller intercepter random access file, file channel, file input stream, file output stream, les constructeurs de la classe file. Pour empêcher de démarrer un process, on va aller intercepter process builder. Pour empêcher de sortir la JVM, on va aller intercepter runtime.exit. Pour empêcher de démarrer un thread, on va aller intercepter thread.start et virtual thread.start. Et c'est comme ça qu'on fait dans Kestra pour la sécurité avancée. Voilà, je vous remercie et je crois qu'il y a quelques minutes pour les questions.